Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette sixième et dernière table ronde. Je vous remercie de votre présence. Comme vous le savez, à l'issue de cette table ronde, nous accueillerons Madame la Ministre pour la clôture de ce colloque. Madame la Directrice Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle, chère Anne-Sophie Barthez, Madame la Présidente de la Commission du titre d'ingénieur, chère Elisabeth Crépon, Monsieur le Président de la NVAO, I will not pronounce in Dutch, I'm sorry, cher Anne Vlierman, Monsieur le Président de l'ANVUR, I will not pronounce in Italian, cher Paolo, Monsieur le Président de l'Université de Marne-la-Vallée, Président de la CPU, cher Gilles Roussel. La question centrale de cette table ronde est l'organisation du dispositif d'évaluation dans le cadre d'une évolution rapide et profonde de l'enseignement supérieur et de la recherche. En France, à côté du HCRS, d'autres agences d'évaluation sont présentes. La CTI, la Commission du titre d'ingénieur, la CEFDG, Commission d'évaluation des diplômes et des formations et des diplômes de gestion, et la CCNIUT, la Commission consultative nationale des IUT. Principalement. Ces agences ont des missions complémentaires, mais des statuts et des modèles économiques très différents. Le HCRS est une autorité administrative indépendante, statut qui garantit son indépendance, dont le financement est voté chaque année par le Parlement dans le budget de l'État. Les évaluations conduites par le HCRS dans le cadre de ces missions sont donc gratuites. Cependant, le fait que le budget et les personnels du HCRS sont gérés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pose la question de sa complète indépendance. C'est pourquoi j'ai proposé à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec le soutien du collège, que le HCRS devienne une autorité publique indépendante, c'est-à-dire une AI avec la personnalité morale, c'est-à-dire la pleine responsabilité de son budget et de ses personnels. Cette disposition pourrait figurer dans le cadre de la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. Mais la LPPR pourrait contenir d'autres dispositions concernant l'évaluation et son organisation. C'est en partie l'objet de ce débat. Cependant, comme nous avons essayé de le faire pour chacune de ces tables rondes, avant de rentrer dans le débat franco-français, nous avons souhaité comprendre la situation à l'extérieur de nos frontières. En Europe, les agences d'évaluation sont diverses, ont des missions très dépendantes des dispositifs de formation et un fonctionnement et des moyens très différents. La première partie de cette table ronde sera donc consacrée à une présentation des missions confiées aux agences d'évaluation en Europe dans le cadre du processus de Bologne, des différents types d'organisation de ces agences et de leur financement. Pour cela, nous aurons deux experts, le président de la NVAO, l'agence d'évaluation des Pays-Bas et des Flandres, et le président de l'ANVUR, l'agence d'évaluation italienne, de l'enseignement supérieur et de la recherche en Italie. Et nous avons eu ce matin, lors de la table ronde sur les indicateurs, une présentation du dispositif de l'ANVUR. Une deuxième partie portera sur l'organisation de l'évaluation en France, sur les relations entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les agences d'évaluation, sur les relations entre les établissements évalués et les agences. Et j'inviterai Anne-Sophie Barthez, la directrice générale de l'Enseignement supérieur et de l'Insertion professionnelle, à nous présenter sa vision, et Elisabeth Crépon, la présidente de la CTI, à nous présenter sa vision et plus généralement celle des autres agences d'évaluation. Enfin, posera la question du positionnement des établissements évalués, la question du financement de l'évaluation. Et là, je pense que ce sera au tour de notre ami Gilles Roussel, le président de la CPU, de nous donner sa vision et plus largement celle des établissements évalués en ce qui concerne ces questions. Bien entendu, à l'issue des prises de parole et de ces 3 temps, et nous pourrons prendre des questions à la fin de chacun de ces temps,
les réactions, les prises de position et les questions de la salle seront les bienvenues. Sans plus tarder, et avec un grand plaisir, j'accueille le professeur Anne Flierman, président de la NVAE. Michel, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir de pouvoir prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette conférence du HCRS et en particulier sur les agences d'évaluation et les modèles économiques de l'évaluation. Je parle en français, mais je le fais à partir d'un texte préparé. Plus tard dans la discussion, je devrais probablement revenir à l'anglais. D'avance, je vous présente mes excuses pour ça. Et je m'excuse aussi à ceux qui ont expecté, lisant mon prénom, une autre dame charmante prenant la parole. Comme vous voyez, aux Pays-Bas, le prénom Anne est réservé aux garçons et filles également. Bien sûr, toute personne qui réfléchit au développement et à la proposition des agences d'évaluation en Europe doit commencer par le principe de la nouvelle gestion publique qui a été introduit en Europe provenant des États-Unis à la fin du siècle dernier. Bien qu'une évaluation systématique des activités professionnelles telles que l'enseignement supérieur et la recherche ait déjà eu lieu, l'introduction de ce principe de nouvelle gestion publique a donné une impulsion importante à des évaluations et a conduit à la création d'organes indépendants pour effectuer cette tâche. En bref, une transformation approfondie s'est réalisée dans les 30 dernières années. Avant, les gouvernements exerçaient une tutelle directe, lourde et dominante sur leurs organismes publics. La nouvelle gestion publique signifie que le gouvernement donne à ces organismes davantage d'autonomie et de responsabilités inscrites dans une mission claire et accompagnant d'un budget de gestion. Dans certains cas, l'activité devra être réalisée en concurrence avec d'autres prestataires. L'hypothèse est que, dans ces circonstances, la tâche publique sera exécutée plus efficacement et avec une meilleure qualité. L'obligation de justifier le fonctionnement et le financement, qui consiste principalement d'impôts payés par les contribuables, forme le contrepoids de la plus grande autonomie accordée. En outre, dans de nombreux cas, le Parlement et le gouvernement fixent le cadre contractuel et exercent un contrôle indirect et à distance. À cette fin, des organes de régulation et de surveillance sont mis en place. L'exemple, par exemple, pour la France, comme on m'a dit, est le secteur audiovisuel. Cette méthode a été introduite en Europe à des degrés divers. Je pense que le Royaume-Uni est allé le plus loin, mais de nombreuses activités gouvernementales sont aussi devenues indépendantes aux Pays-Bas. L'Union européenne encourage également activement cette approche. Néanmoins, l'introduction de ce principe dans la gestion publique diverge dans les pays européens. D'autant plus que cette approche a été critiquée des dernières années, mais moi, j'estime qu'elle a indéniablement des avantages évidents dans certains nombres de domaines. Et dans un grand nombre de pays européens, la méthode de la nouvelle gestion publique a été introduite aussi dans l'enseignement supérieur et de la recherche, bien que le degré d'autonomie accru accordé aux institutions par les gouvernements diffère. Mais dans ce contexte, des organisations de régulation et de supervision sont également indispensables. En parallèle avec la nouvelle vision de la mission gouvernementale, depuis 1999, un deuxième développement important est survenu dans l'enseignement supérieur, le processus de Bologne. Je ne vais pas discuter avec vous en détail tous les éléments de ce processus, mais il est important de souligner que les ministres européens de l'enseignement supérieur soient convenus que tous les pays participant au processus de Bologne partagent un certain nombre de principes importants, notamment un contrôle indépendant du niveau et de la qualité de cet enseignement supérieur. Le processus de Bologne, en particulier l'accord sur une assurance de qualité
externe indépendante est ainsi devenue, en plus de la nouvelle gestion publique, un deuxième pilier puissant dans la création d'organisations chargées de surveiller et de promouvoir la qualité de l'éducation et de réguler le marché, ainsi que d'assurer une gestion responsable de l'utilisation des fonds publics. Lors de leur conférence en 2005, les ministres d'enseignement supérieur ont adopté les normes et les lignes directrices européennes sur l'assurance de la qualité dans l'enseignement supérieur, qui ont été ajustées de manière limitée en 2015. Cette European Standards and Guidelines, connue communément sous l'acronyme ESG, constitue toujours le cadre dans lequel s'exerce la gestion de la qualité de l'enseignement supérieur dans les pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Les ESG font la distinction entre l'assurance de la qualité interne effectuée par les établissements d'enseignement supérieur et l'assurance de la qualité externe, ainsi que la supervision de l'assurance de la qualité interne qui est effectuée par un organisme externe indépendant. Sur la base des ESG, une organisation indépendante pour surveiller et promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur a été créée dans presque tous les pays de l'espace européen. Dans certains pays, de nouvelles organisations ont été établies, dans des autres, des organisations existantes ont été adaptées aux nouvelles exigences. Malgré des différences dans l'implémentation opérationnelle entre les pays, le système d'assurance qualité interne et externe repose depuis sa mise en place sur une méthode de travail à peu près identique, définie dans les ESG. D'abord, une auto-évaluation très importante, nous l'avons écouté par l'exemple de Strasbourg, ainsi qu'un représentant du secteur, puis une visite par un comité indépendant comprenant un étudiant, ainsi qu'un représentant du secteur professionnel et un représentant du secteur de l'éducation, et ensuite un rapport public et enfin une décision indépendante. Les ESG ont joué un rôle extrêmement important dans la mise en place de ce système d'assurance de qualité très apprécié dans l'ensemble de l'espace européen, tant en termes de méthode de travail que d'organisation. Sur la base des ESG, les organisations de contrôle sont également évaluées périodiquement et leur indépendance ainsi que la qualité de leur méthode de travail et de leurs compétences sont ainsi garanties. Cela crée entre les pouvoirs publics et les établissements de l'enseignement supérieur la base d'une reconnaissance et d'une confiance mutuelle dans la qualité de l'éducation et des diplômes. Quiconque observe maintenant le paysage de ces organisations doit conclure qu'une grande différence entre elles est réalisée entre-temps. Il existe des organisations nationales dotées d'une base juridique et d'un mandat gouvernemental clair, souvent entièrement ou en grande partie financées par les autorités publiques. Il en existe d'autres qui travaillent principalement dans un pays donné, mais sans base légale ni budget public. Elles sont financées par les institutions et la formation pour lesquelles elles travaillent et doivent donc opérer sur un marché plus ou moins commercial et y survivre. Certaines organisations ne travaillent que dans leur propre pays, d'autres à l'extérieur, par exemple des organisations allemandes et britanniques. Et il existe des organisations éminemment internationales qui desservent des domaines et des types d'institutions spécifiques. Ça va des conservatoires aux écoles de commerce. Elles sont financées par ces institutions et non par le gouvernement. Le NVAO, avec un mandat des deux gouvernements des Pays-Bas et de la Flandre, est unique en son genre en Europe. Voilà des modèles différents économiques dans notre secteur, chaque avec des avantages et des désavantages. La portée ou l'attribution des organisations diffère également. L'assurance qualité externe a été introduite presque partout en mettant l'accent sur la qualité des programmes d'éducation. Dans l'intervalle, dans nombreux pays, l'attention a été portée ou renforcée sur la manière dont les établissements d'enseignement supérieur assument eux-mêmes la responsabilité de la qualité de leur éducation. Cela s'applique par exemple aux Pays-Bas et plus encore à la Flandre. Outre la qualité de l'éducation, la qualité de la recherche relève parfois aussi
de leur domaine d'activité. HRS en est un bon exemple. Parfois, le mandat se ne limite pas à l'enseignement supérieur. Nos collègues finlandais, par exemple, sont responsables non seulement du contrôle de la qualité de l'enseignement supérieur, mais également dans l'enseignement primaire et secondaire. La reconnaissance et l'appréciation des diplômes étrangers ou l'évaluation du personnel scientifique peuvent également faire partie de la tâche, comme est le cas, par exemple, en Norvège ou en Espagne. Autre distinction qui suscite également beaucoup de discussions, celle entre justification et amélioration. L'assurance qualité externe a une fonction en termes de responsabilité. La qualité de l'enseignement est bonne, les fonds publics ou les contributions des étudiants sont bien dépensés, les diplômes ont une valeur et donnent accès au marché du travail et aux professions. Dans le même temps, nous souhaitons encourager l'amélioration et le développement de l'éducation. La question clé est de savoir si ces deux objectifs vont ensemble dans une seule méthode. Certains processus et organisations d'évaluation externe sont principalement axés sur la responsabilité, certains sur l'amélioration et d'autres sur les deux objectifs. Enfin, le fonctionnement des organisations d'évaluation externe doit toujours être situé dans la totalité des instruments de pilotage de l'enseignement supérieur dont dispose un certain pays. Non seulement l'assurance de la qualité et la mission des organismes ont changé ces dernières années, mais aussi depuis le début du processus de Bologne, des changements importants et profonds sont intervenus dans l'enseignement supérieur lui-même. Je mentionnerai ici quelques exemples. Massification en cours, participation croissante à l'enseignement supérieur qui pèse sur la capacité des institutions et des formations. En même temps, on assiste à une personnalisation de l'éducation, programmes moins standardisés, parcours d'apprentissage plus personnels et des choix plus nombreux pour les étudiants. Cela concerne de plus en plus non seulement l'acquisition de connaissances traditionnelles, mais également les compétences actuelles. Et l'éducation ne se limite plus au groupe d'adolescents âgés de 18 à 25 ans. L'apprentissage tout au long de la vie devient de plus en plus important. Les programmes sont comparés à l'approche monodisciplinaire traditionnelle, plus large et plus flexible, et la manière dont l'enseignement est proposé change, notamment grâce à l'application de nouvelles technologies. L'internationalisation sous forme d'afflux d'étudiants étrangers, de stages et d'échanges à l'étranger, de programmes conjoints ou de double diplôme est une augmentation. Et je mentionne également ici à Paris l'initiative de l'Université européenne suite à un appel de votre président Macron. Enfin, sur le plan financier, il est de plus en plus difficile pour les pays européens de maintenir le niveau de financement public nécessaire au milieu de nombreuses contraintes budgétaires. Le financement privé, issu du monde des affaires ou de l'étudiant lui-même, devient plus important, ce qui signifie davantage d'attention portée à la qualité. Même plus encore qu'avec le financement public, on s'attend à un rapport qualité-prix optimal avec le financement privé. Outre l'évaluation de l'éducation, je mentionne également la tâche des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de contribuer, plus que par le passé, à la résolution des grands problèmes mondiaux du moment. Changement climatique, transition énergétique, santé, sécurité, migration et le développement économique durable, par exemple. Le temps où un établissement d'enseignement supérieur pouvait se comporter comme une tour d'ivoire qui n'avait rien à voir avec les problèmes sociaux actuels est vraiment révolu. Les politiciens et les contribuables exigent également une optimisation des ressources à cet égard et attendent des institutions qu'elles contribuent à la résolution de ces problèmes. À la lumière de cette nouvelle attribution d'établissements d'enseignement supérieur, se pose également la question de savoir si le système actuel d'assurance de qualité externe est toujours adéquat. Les ISJ constituent toujours une base solide pour notre travail, une base de confiance mutuelle. Mais reste la question de savoir s'ils ont entre-temps besoin d'une révision en profondeur.
une révision qui prendra en compte les changements subventionnés dans l'enseignement supérieur ainsi que dans la recherche et bien sûr aussi les changements de la mode de travail des agences. Une révision qui pourrait concerner à la fois les tâches, la méthode de travail et l'organisation de l'assurance de qualité. Alors que les établissements d'enseignement supérieur font de plus en plus, sous l'influence des facteurs externes tels que la demande sociétale et l'évaluation de l'éducation, élaborer une stratégie intégrée et, par exemple, vouloir promouvoir la cohésion entre l'enseignement et la recherche, il faut se demander si l'assurance de la qualité n'est aussi qu'un aspect des activités de cette institution. Outre l'évaluation et l'assurance qualité des programmes éducatifs, qui restent toujours importantes, évidemment, il semble logique de tester de manière plus cohérente la stratégie, l'assurance qualité et le suivi des établissements d'enseignement supérieur dans toutes leurs activités. En ce qui concerne les ESG, l'accent est mis sur l'évaluation de l'éducation, en particulier dans les programmes menant à un diplôme. La méthode traditionnelle d'examen par les pairs a fait ses preuves, mais d'autres options sont désormais disponibles. Résultats d'enquêtes auprès d'étudiants, d'employeurs ou d'enseignants, analyse de grandes banques de données, analyse thématique, sectorielle ou axée sur les risques. Avec l'ajout de ces options, l'assurance qualité pourrait être plus ciblée et efficace là où elle est nécessaire et en même temps moins stressante lorsqu'il y a une place pour la confiance. L'élargissement des ESG est également nécessaire à cet égard. La méthode d'auto-évolution et d'évolution par les pairs est désormais la seule méthode reconnue à ce moment. Les procédures peuvent également devenir plus flexibles. Tout en maintenant la nature cyclique de nos travaux, il est possible d'apporter plus de variance au sujet des analyses ou des visites récurrentes. Une question spécifique est de savoir comment nous devrions organiser l'assurance de qualité de l'enseignement supérieur qui prend forme au-delà des frontières nationales, par diplôme conjoint ou double diplôme dans l'université européenne. Enfin, nous constatons également que les organisations de l'assurance de qualité changent de caractère. On leur attribue de nouvelles tâches dans le secteur de l'enseignement supérieur ou dans d'autres secteurs, même dans notre pays. Alors que les ISJ, à la même moment, émanent encore toujours d'organisations nationales d'assurance qualité bien ancrées dans la législation nationale qui se concentre principalement sur la formation, par le biais de la méthode de l'évaluation par les pairs. Il semble approprié d'adapter les ISJ aux évaluations actuelles. Mesdames, Messieurs, personnellement, je considère toujours que la fonction publique de nos organisations revêt une grande importance en tant qu'organisme indépendant doté d'un ancrage juridique et financier dans le domaine public. Il contrôle sur une base indépendante la qualité de l'enseignement et des diplômes ainsi que la qualité d'autres activités menées dans le domaine de l'éducation, recherche et valorisation. Le suivi interne et donc aussi l'utilisation responsable de l'argent des contribuables. Mais je plaide également pour une marge de manœuvre accrue au niveau européen en matière d'innovation et de renouvellement, tant au niveau des méthodes et des procédures qu'au champ d'application, afin de pouvoir réagir rapidement et de manière adéquate aux changements de notre monde. Ainsi, l'assurance de qualité reste une incitation pour les établissements d'enseignement et de recherche à assumer leur rôle dans la société d'une manière responsable et contemporaine, sans devenir un obstacle à cet égard. Le débat sur cette marge d'innovation commence et Michel Cosnard et François Parnot y participent activement. J'espère sincèrement que le HCRS, en tant qu'une organisation avec un âge relativement jeune, continuera à jouer un rôle actif dans cette discussion. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Anne Flerman pour cette présentation du potentiel européen et de la variété des dispositifs en Europe et ce rappel historique de l'importance de l'évaluation. Je passe tout de suite la parole
au professeur Paolo Micoli, qui est le président de l'ANVUR, qui a des transparents. Merci Michel, merci à tous mes amis de l'HCRS. Je suis très honoré de cette invitation et je vous demande votre patience si je vais maltraiter un peu votre langue maternelle. Je ferai mon mieux. Alors, donc, l'Agence nationale d'enseignement supérieur de la recherche en Italie a des missions qui lui sont confiées par la loi relative. Surtout se porte sur l'évaluation externe de la qualité des activités, comme vous avez, oui, justement maintenant, de l'enseignement supérieur et des instituts de recherche publics. Donc, non pas seulement de l'enseignement supérieur, mais aussi de la recherche publique et privée, qui sont quand même bénéficiaires d'un financement public. Et puis l'orientation, la coordination et même la supervision des activités d'évaluation qui, par contre, sont déléguées aux équipes d'évaluation internes des instituts des universités. Et enfin, l'évaluation et l'efficacité des programmes de financement de l'État qui sont encore en charge de l'ANVUR, avec l'objectif naturellement, d'une amélioration du système d'enseignement supérieur. Donc, la ligne de temps, la constitution d'une agence indépendante a été précédée par la constitution de 2 exercices d'évaluation. Le premier en 1998, qui était porté seulement sur l'évaluation de la recherche, et le deuxième, l'année suivante, qui était porté sur l'évaluation du système universitaire. Enfin, en 2006, on a commencé à penser à une agence indépendante qui a été constituée en 2006, mais qui a été réglée complètement et financée en 2010. Donc, dans la ligne de temps des adhésions européennes, ça va commencer avec l'affiliation en 2013, puis la visite de l'INCa le mois de novembre passé, et enfin, on est devenu membre effectif de l'Association européenne des agences d'assurance qualité INCa cette année, justement le mois de mai. L'organisation de l'ANVUR, comme vous voyez, il y a un président qui a un conseil scientifique et puis un directeur. Et on a essentiellement 3 directions. Une direction financière administrative, une direction du système d'enseignement supérieur qui est séparée de la direction d'évaluation de la recherche. Et puis, en charge directement au directeur, une unité d'analyse statistique et une autre de l'évaluation de la performance. Donc, les tâches principales de cette agence, l'évaluation de la qualité de la recherche dans les universités et des institutions de recherche. Et en 2013, l'agence a commencé à travailler surtout sur les procédures d'assurance interne et externe de la qualité dans les universités. Donc, la première visite sur site a eu lieu fin 2014 et on aura visité toutes les institutions supérieures à la fin de 2020. Donc, les projets principaux de l'agence ont été 2 exercices d'évaluation de la qualité de la recherche, VQR, qui se sont portés le premier sur 7 ans, le deuxième sur 4 ans, et le prochain qui va commencer fin d'année, qui se porte sur 5 ans, 2015-2019. Le coût moyen de cet exercice est de 6,8 millions. Donc, dans l'évaluation de la recherche du 2004-2010, on a visité 133 universités et instituts de recherche, donc presque 100 universités, avec 184 000 résultats de recherche évalués, qui a mobilisé peu moins que 15 000 experts externes. Et ça a duré 20 mois. La suivante, qui s'est portée sur les ans 2011-2014, plus ou moins le même numéro d'institutions, avec moins de résultats de recherche évalués parce que la période était plus courte, et qui a quand même mobilisé plus que 12 000 experts.
L'agence a en charge aussi la participation des autres instituts de recherche, privés ou non, sur une base volontaire. Et le coût, c'est plutôt limité, c'est 10 000 euros, jusqu'à 100 résultats de la recherche examinés, et puis 100 euros pour chaque résultat de la recherche scientifique dépassant le 100 produit. Donc, on passe maintenant à décrire l'évaluation externe des systèmes d'assurance de la qualité, dont les critères, naturellement, sont basés sur les références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'Agence de l'enseignement supérieur, l'ESG, et qui est caractérisé par deux types d'accréditation. L'accréditation initiale des programmes et des institutions et une accréditation périodique des programmes et des institutions, qui se fait tous les 5 ans. Donc, quels sont nos experts et qui sont les coûts? Vous voyez qu'on a des experts de système, des experts disciplinaires et des experts de l'enseignement à distance. Et on a toujours des experts étudiants qui font partie du comité d'évaluation. Les coûts relatifs sont décrits ici parce que c'est beaucoup moins cher l'accréditation initiale, parce que jusqu'à maintenant, on l'a toujours fait sur les papiers et jamais avec une visite en site, parce que ce sont des programmes qui vont commencer. Mais pour l'accréditation périodique, ça coûte beaucoup plus cher, vous voyez ici, et se fait toujours, jusqu'à maintenant, toujours on l'a fait avec une visite sur site. Et vous voyez que toujours, il y a les experts étudiants qui font partie du comité. Donc, dans notre programme, vous voyez comment c'est organisé. Ça dépend de la grandeur de l'institution évaluée. Et donc, vous voyez que le nombre de programmes va augmenter parallèlement au nombre de programmes qui sont en cours, et les départements évalués qui vont de 1 à 3. Et puis, pour le nombre des comités d'évaluation, qui sont appelés CEV en italien, et les numéros de programmes évalués, comme vous voyez, on peut constituer des sous-comités qui ont des experts disciplinaires plus ciblés, et vous voyez les numéros de sous-CEV qui se portent. Les types d'évaluation, vous voyez, surtout, on a travaillé beaucoup sur l'accréditation des programmes de doctorat. On a évalué en 2018 presque 1000 programmes de doctorat. Donc, c'est un travail particulièrement lourd. Et l'accréditation des programmes de 3e cycle en médecine. Et surtout, on a vu une augmentation dramatique de l'accréditation initiale des programmes de haute formation artistique et musicale, où je vais m'arrêter un instant un peu plus tard. Et vous voyez que je pense que vous comprenez bien qu'une évaluation de la formation artistique et musicale est particulièrement importante dans notre pays. Et vous voyez que nous avons de différents types d'établissements, les académies des beaux-arts, mais aussi l'Académie nationale d'art dramatique et l'Académie nationale de danse, et en plus les conservatoires de musique avec des instituts de musique plus ou moins assimilés, et même les instituts supérieurs des industries artistiques. Ce qui est important, c'est qu'un décret ministériel plutôt récent a établi les équivalences entre les titres de livret et les titres d'études universitaires, au fin notamment de l'inscription au concours de fonction publique, bien sûr. Et donc, ça c'est le modèle économique qui, je pense, nous intéresse particulièrement, mais vous voyez que les chiffres qui sont en jeu. Donc, une chose que je considère plutôt importante à propos surtout de l'autonomie et de l'indépendance de chaque agency, vous voyez que sur la base d'une loi de l'État, les fonds sont comptabilisés comme un poste spécifique dans l'allocation budgétaire annuelle du ministère. Donc, on ne peut pas les changer. Ce montant ne peut être modifié que par une décision du Parlement. Donc, ça nous donne une indépendance financière qui est tout à fait importante pour garantir l'indépendance et l'autonomie de notre agency.
Vous voyez, les ressources financières sont plus un par un, sont pendant 5 et 7 millions. Et le prochain exercice d'évaluation de la qualité de la recherche qu'on va commencer sera chargé, plus ou moins la prévision de dépenses, c'est autour de 6 millions, 2 millions qui seront donnés par le ministère et 4 millions qui sont de fonds de l'agence même. Et vous voyez les autres dépenses, vous voyez que le frais de fonctionnement et de conseil d'administration sont restés plus ou moins le même, dès que le personnel permanent et non permanent qui s'est accru d'un en an. Heureusement, on a eu plus de... Et vous voyez ici que maintenant, le numéro du personnel permanent est arrivé à 35 personnes. Et donc, je voudrais terminer mon exposition, surtout en rappelant que des agences européennes d'évaluation, la HCRS, l'Hambourg et l'Agence statale d'investigation, qui ont signé le 1er avril de cette année un accord cadre de coopération pour l'évaluation d'infrastructures européennes de recherche. Et ont créé un consortium qui s'appelle RIEC. Et l'initiative de créer ce consortium est née de l'obligation d'évaluation des infrastructures européennes de recherche qui tombe sous le statut d'ERIC. Et donc, on est plutôt fiers, on fait partie de la création de cette consortium qui garantit encore une union de jour en jour plus étroite avec nos amis français et les autres pays européens. Et je vous remercie pour cette présentation qui peut-être ennuyante, mais qui va décrire exactement, j'espère, la structure de l'Agence nationale italienne. Merci. Bien, je vous propose de continuer et donc je donne la parole à Anne-Sophie Barthès. Merci Michel, merci vraiment de m'avoir invité à ce beau colloque. Je trouve que le titre déjà dit beaucoup, bilan et perspective. C'est important de dresser le bilan, je sais que vous l'avez déjà beaucoup fait, hein, lors des précédentes tables rondes. C'est un bilan qui permet quand même de redire très nettement tout le formidable travail qui a été accompli pendant ton premier mandat, Michel, parfaitement conforme à la feuille de route qui était celle du HCRS quand il a été créé. Aujourd'hui, personne ne conteste la qualité du HCRS, l'impartialité de ses évaluations, la nécessité des évaluations et d'évaluations qui, ne sont pas dans un esprit sanctionnateur, contrôle, inspection, mais dans un esprit accompagnement d'établissements qui peut-être à un moment donné, finalement, ont plus besoin de cet accompagnement que d'être challengés régulièrement. Si des évolutions et si des perspectives sont nécessaires, et c'est la raison pour laquelle on se voit tous aujourd'hui, c'est à mon sens que cette feuille de route, que ce premier mandat a été parfaitement suivi et réussi, et qu'elle nous autorise donc à envisager de nouvelles perspectives. Alors ces nouvelles perspectives, elles doivent être discutées, imaginées, disputées, pourquoi pas, sans perdre de vue, et mes collègues l'ont rappelé, l'absolue nécessité de l'indépendance de cette agence. C'est une assurance qualité. Je ne sais pas si demain cette AAI se transformera en API, mais le I demeure, et cette indépendance, elle est gage évidemment de probité et de confiance. Confiance dans les évaluations, confiance dans tout un système d'enseignement supérieur qui doit tirer les conséquences des politiques publiques qu'il conduit. Et parmi ces politiques publiques, il y en a une qui est importante, qu'on n'a pas évidemment nous inventée, mais que la ministre rappelle sans cesse, c'est celle du respect, voire de l'encouragement des signatures, comme dit souvent la ministre, des établissements, des spécificités des établissements. Et cette signature, finalement, elle est la conséquence ultime de la loi LRU, elle est le signe que les établissements ont su renverser les perspectives. Le mot tutelle n'a évidemment plus le même sens il y a 10 ans qu'aujourd'hui. On ne parle plus de stratégie d'établissement au singulier, on en parle évidemment au pluriel et en autant d'établissements qu'il en existe. Et finalement, est-ce que cela signifie que ces spécificités réelles, que l'on doit encourager, essentielles,
doivent l'emporter sur tout? Évidemment non, car ces spécificités doivent peut-être pas s'inscrire dans le cadre d'eux, mais se conjuguer, s'articuler avec les politiques publiques, avec nos politiques publiques. On en parlait encore il y a peu de temps au ministère. Je crois qu'on peut partager le constat qu'il manque des étudiants diplômés dans le secteur du numérique, qu'il manque sans doute des ingénieurs. Comment cette politique publique-là, sur laquelle je pense qu'on peut tous s'entendre, peut-elle se déployer sur le terrain? Je pense qu'on peut également être tous d'accord sur la volonté, sur notre volonté collective de sensibiliser ou même de renforcer les connaissances de tous nos étudiants au développement durable, aux questions environnementales, sociétales, technologiques, etc. Mais comment concrètement, cette belle idée qu'on partage tous, cette politique publique que j'imagine on partage tous, on la fait atterrir sur le terrain? Et c'est de cette articulation entre spécificité et politique publique que l'évaluation, à mon sens, doit être la garante. L'évaluation, c'est un outil de dialogue et c'est un outil de transformation. C'est, me semble-t-il, la manière de transformer une politique publique en autant de démonstrateurs spécifiques, donc territoriaux, à visée nationale, internationale, etc. Mais l'outil clé, c'est bien cette évaluation. Alors, des tas de questions, évidemment, se posent, et elles ont été posées, et on va encore en discuter ensuite. Des questions relatives au contenu de l'évaluation. J'en discute très régulièrement, notamment avec Jean-Marc Jeb, j'en parlais encore tout à l'heure avec lui. Qu'est-ce que l'on regarde en matière de réussite étudiante? Qu'est-ce que ça veut dire que la réussite étudiante? J'en suis déjà à 10 réunions depuis 10 jours sur, et mes collègues le savent, sur qu'est-ce que la réussite étudiante, quels indicateurs permettent de la mesurer. Comment mesure-t-on l'insertion professionnelle? À quel moment? Comment mesure-t-on la qualité intrinsèque du diplôme, sa qualité académique, son contenu? Des questions relatives à l'auteur de l'évaluation. Qui regarde? Quel est le rôle donc de l'auto-évaluation? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cette auto-évaluation, elle est très importante, qu'elle joue un rôle évident, mais elle ne peut peut-être pas suffire à elle-même, je n'en sais rien. Donc, qui évalue? Quand évalue-t-on? Le cycle, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que le cycle de 5 années est le bon? Est-ce qu'il nous permet, évidemment, je donne la réponse en posant la question, est-ce que 5 ans, c'est pas trop long si on veut être réactif, anticiper, être préa, etc., etc. Sans doute non. Bon, alors comment réintroduit-on? Il y en a déjà de la souplesse. Hein. Vous savez que si vous voulez ouvrir une formation avant d'attendre les 5 années, vous le pouvez. Mais enfin, comment on rend le système plus souple et réactif? Et enfin et surtout, la question, bien sûr, des conséquences que l'on tire de cette évaluation. Qui doit en tirer? Qui va en tirer au fond? 3 séries d'acteurs. Le grand public, et quand je parle du grand public, ce sont les futurs étudiants, les néo-bacheliers. Ils ont besoin de savoir ce qu'ils vont trouver dans une formation, quelle est la qualité d'une formation, et les discussions que l'on a actuellement sur le grade licence, c'est ni plus ni moins que cela. Quelle est la qualité intrinsèque d'un diplôme d'université, d'un diplôme d'établissement, bref, d'un diplôme qui n'est pas national? Quels sont les critères qualité, etc., etc. Donc, première grande famille de public, les jeunes, je les appelle comme ça, les néo-bacheliers notamment, et puis les plus avancés dans les études. Deuxième grande famille, les établissements eux-mêmes, bien sûr, puisque ces évaluations sont des outils de pilotage. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage, vous le savez, et c'est déjà beaucoup le cas. En tout cas, ça devrait l'être de plus en plus. Et enfin, l'État. Troisième grande famille de destinataires de ces évaluations. Un État qui doit prendre ses responsabilités, je crois qu'on le partage tous, et qui doit finalement remettre du sens, du lien entre l'évaluation, la contractualisation, demain le dialogue stratégique et de gestion, l'accréditation et peut-être l'allocation des moyens. Cette articulation, je crois qu'on l'a tous en tête, mais on l'a quand même un petit peu perdu de vue, et parfois on a perdu un petit peu de sens. Il faut réinterroger cette chaîne-là. Tous les États n'en tirent pas les mêmes conséquences. Hein. Il y a des États, par exemple l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Italie, vous le rappeliez il y a un instant, la Grande-Bretagne font un lien entre l'évaluation et les dotations des établissements. Ce n'est pas le cas ailleurs. Voilà. Donc quelle position évidemment adopter? Toutes ces discussions, il faut les avoir. On a un terrain de jeu formidable qui est la LPPR, tous ces groupes de travail là, qui vont, si j'ose dire, rendre leur copie et qui vont marquer le point de départ d'une période de concertation. Tout ça, il faut le mettre évidemment sur la table.
et voir jusqu'où on va dans cette réarticulation de ces champs tout à fait essentiels. J'ai oublié évidemment de dire l'accréditation, qui est bien sûr un des maillons de la chaîne. La question du modèle économique, puisque c'est une partie de la question de cette table ronde. Là encore, si toutes les agences d'évaluation ont toujours pour point commun, évidemment, d'évaluer et souvent d'accréditer, pas toujours, mais souvent d'accréditer, certaines vont plus loin. Et vous le disiez, certaines vont plus loin et ont une activité de conseil, ont une activité de formation, de publication, et donc cela génère des ressources propres. Ce n'est pas le cas partout. Certaines agences sont exclusivement financées par l'État. Je sais que le HCRS, on en parlait l'autre jour avec Michel, développe depuis quelques années de manière efficace, je ne donne pas de chiffres, de manière efficace, il m'a dit ne donne pas le chiffre, de manière efficace les ressources propres. Moi, je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Elisabeth. Voilà, et donc je serais ravie d'entendre ce que mes collègues ont à dire sur ce sujet pour ensuite pouvoir en discuter, voilà, et mettre un petit peu en perspective tous ces modèles économiques et tous ces modèles d'agences d'évaluation. Voilà ce que je veux dire rapidement sur ce sujet. Merci Anne-Sophie. Je passe maintenant la parole à Elisabeth Crépon, présidente de la CTI. Merci Michel. Merci pour cette invitation à participer à ce colloque et à cette table ronde sur les agences d'évaluation et le modèle économique de l'évaluation. Donc, je terminerai en fait par les éléments de modèle économique de la CTI. Parce que si je répondrais, en tous les cas, je donnerais des éléments, mais pas de chiffres, des éléments globaux. Voilà. Alors, juste quelques mots sur la CTI, parce que la CTI, en fait, a la particularité d'être une agence qui est dédiée à l'évaluation et à l'accréditation. Je vais revenir sur ce point. Donc, des formations qui conduisent à un titre, le titre d'ingénieur diplômé, donc en fait, des formations à visée professionnelle. Donc la CTI a une organisation qui est vraiment qui découle de cette caractéristique. Au cœur de la CTI, nous avons une commission de 32 membres, une commission paritaire, donc un collège académique et un collège socio-économique qui donc intègre des représentants des organisations professionnelles et des syndicats. Et c'est vraiment cette commission qui s'appuie sur une équipe administrative permanente, évidemment, qui mène, qui pilote, qui fait évoluer le dispositif d'évaluation et d'accréditation. Alors, ce dispositif d'évaluation, vous le savez, il porte sur les programmes et il conduit à une accréditation de ces programmes qui est prise par le ministère. Il y a un arrêté annuel qui est pris chaque année. Et donc, cette accréditation, elle est initiale, elle est périodique et je pense qu'il y a vraiment le souci de travailler la flexibilité, de donner la capacité aux établissements finalement de réagir par rapport à leur environnement. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on a tout un dispositif, l'aide d'intention, etc., qui permet finalement de répondre à l'attente des écoles, même si j'entends parfois que le dispositif pourrait être encore plus réactif. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le référentiel d'évaluation. REO, c'est vraiment l'outil essentiel de la façon dont nous travaillons. Et ce référentiel, il est conçu par la CTI, mais en étroite collaboration, association, donc avec les parties prenantes de la CTI, qui sont nombreuses, donc en premier rang desquelles le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les conférences, et en particulier la CDFI, la conférence des directeurs d'écoles françaises d'ingénieurs, les autres ministères de tutelle, les organisations professionnelles, les syndicats, les associations de diplômés. Et c'est vraiment un travail régulier et conjoint qui conduit à adapter ce référentiel. Ce n'est pas un référentiel figé. REO, c'est un référentiel qui évolue et qui, donc, avec l'évolution de l'environnement. Ce référentiel, il a deux regards, un regard programme, sur les programmes qui conduisent à cette accréditation, et puis aussi un autre regard sur une dimension établissement, à travers finalement ce qu'on essaie de regarder, c'est la capacité des établissements à mettre en œuvre les programmes. Et à ce titre, on est très complémentaire donc de l'évaluation établissement menée par le HCRS, ce qui nous a conduit à travailler de façon très étroite donc avec le HCRS, à déboucher sur des audits coordonnés. Je crois que ça a déjà été évoqué
évoquées hier. Et je tiens à souligner que ces audits sont, enfin en tout cas moi ce que j'entends, c'est qu'elles sont très appréciées par les écoles, d'avoir finalement ce double regard et la capacité en fait de profiter de cette synergie. Alors, nous tirons en fait au niveau de la CTI un bilan très positif en fait finalement de l'implication en fait des écoles dans cette démarche d'évaluation. Elles sont des partenaires, enfin sont des acteurs en fait du dispositif. Et ce que nous constatons, c'est que elles sont convaincues de l'importance de la qualité et surtout de l'amélioration continue. Je pense que ça, c'est vraiment un point extrêmement important, puisque finalement, la démarche qualité interne et externe, cette culture, c'est un des objectifs de cette évaluation, notamment périodique. À travers l'évaluation périodique, en fait, la CTI accompagne les écoles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail finalement de ce que nous pouvons constater, mais le déploiement de la démarche compétences, l'internationalisation des établissements, la mobilité sortante, enfin, il y a un certain nombre d'éléments extrêmement importants qui viennent en fait de cette évaluation périodique et de l'amélioration et de l'évolution du référentiel donc RO. Ce qu'on constate, en fait, pour pouvoir faire évoluer en fait ce référentiel, il faut être à l'écoute de l'évolution des écoles, de l'évolution de l'enseignement supérieur qui a été évoqué, des besoins du monde socio-économique. Et ce qu'on constate, c'est que ces évolutions, elles sont aujourd'hui extrêmement nombreuses. Elles conduisent à une diversité des programmes. Je voudrais juste citer la loi sur l'apprentissage qui finalement a conduit à un développement de l'apprentissage dans les établissements, dans les écoles d'ingénieurs, mais également en fait une variété des formats de ces formations par apprentissage. Donc une augmentation de la diversité et du nombre de programmes qui en fait interroge l'organisation de l'évaluation, l'organisation de la CTI et son modèle économique. Alors on a essayé, on a commencé à y réfléchir. Vous le savez, nous avons conçu et mis en œuvre des audits allégés, des audits spéciaux sans visite. Voilà, sont des pistes et bien évidemment, ce sont des pistes que nous devons continuer à réfléchir et encore une fois avec l'ensemble des parties prenantes. Je voudrais consacrer quelques minutes à l'international, faire un peu écho à la présentation de Anne Flierman sur finalement et illustrer cela en détaillant un tout petit peu le rôle et la dimension internationale de la CTI. Donc cela a été dit, hein, l'assurance qualité est au cœur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Donc cela a été repris dans la déclaration de Paris, hein, concluant le 5e forum donc du processus de Bologne. Le HRS et la CTI font partie du réseau ENQA, hein, qui labellise les agences qui sont donc conformes aux ESG, hein, qui ont été décrites. Nos deux agences, HRS et CTI, sont également sur le registre ECAR, qui est vraiment un label de qualité pour les agences européennes. Et donc, nous sommes extrêmement... nous développons, et très souvent en partenariat d'ailleurs avec le HRS, une implication dans ces différents réseaux. Pour ce qui concerne donc la formation d'ingénieurs, la CTI fait partie d'un autre réseau, ENA2E, qui est le réseau des agences d'assurance qualité et d'accréditation des formations d'ingénieurs. Et ce réseau est à l'origine d'un label, un label européen de la formation d'ingénieurs, le label EURACE. La CTI est habilitée à délivrer ce label EURACE. Alors initialement pour les formations d'ingénieurs françaises, hein, elle le délivre, ces formations d'ingénieurs françaises, mais en fait ce label c'est aussi une façon pour des établissements internationaux de se prévaloir d'un certain nombre, en fait, de respecter en fait donc les critères qui sont établis dans ce référentiel. Et alors nous constatons aujourd'hui que la CTI est la première agence
sollicités par des établissements internationaux pour obtenir ce label EURACE. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour la Commission, extrêmement important, puisque c'est une façon de promouvoir, comme je l'ai dit, ce label européen, la formation d'ingénieurs à la française, les méthodes d'évaluation et d'accréditation portées par la CTI. Par contre, ça interroge de la même façon notre organisation, nos moyens, notre modèle économique, puisqu'il s'agit tout à la fois de répondre à cette demande, mais également tout en garantissant notre mission, qui est l'évaluation et l'accréditation nationale. Donc j'en viens maintenant à notre modèle économique, puisque j'ai évoqué ce point à plusieurs reprises. Alors, je dirais qu'on a un modèle original, je ne vais pas donner de chiffres, mais je vais simplement donner finalement une organisation qui intègre 3 piliers. Donc le premier, un soutien public à travers donc une subvention annuelle du MESRI. Deuxième pilier, une contribution des écoles qui bénéficient du processus d'accréditation. Et enfin, dernier point, des ressources propres qui proviennent de la facturation de ces évaluations internationales, et en particulier du label EURACE. Donc de la même façon que les écoles sont sollicitées pour faire évoluer, donc à travers les conférences, mais être partie prenante de cette évolution du référentiel, elles contribuent à la mise en œuvre du processus d'évaluation et d'accréditation. Alors, leur contribution, je donne quelques détails très rapidement, est scindée en 2 parties. Il y a une partie, finalement, une annuelle qui est basée sur la taille de l'établissement, et puis une partie qui est liée directement au processus d'accréditation, qui soit dans le contexte périodique ou à l'occasion de demandes d'ouverture de formation. Donc, ce modèle économique, en fait, a permis à la CTI, finalement, de faire face à l'augmentation de son activité, que ce soit au niveau de l'évaluation nationale, mais également des demandes internationales, puisqu'on voit bien que, en fait, ce modèle a une certaine élasticité par rapport donc, au volume. Maintenant, cette élasticité, elle est quand même toute relative, et donc reste sur la table la question toujours permanente pour les agences de sécuriser des moyens pour pouvoir donc mener à bien cette évaluation pour la CTI en vue de l'accréditation des formations d'ingénieurs. Voilà. Merci. Merci Elisabeth. Je propose de passer à la prise de parole de Gilles Roussel, et ensuite nous aurons un débat plus large. Gilles, je te passe la parole. Donc merci Michel, merci pour les présentations qui m'ont précédé. J'ai eu des échos des discussions qu'il y a eu précédemment, et je pense que ça a été d'un très haut niveau. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à l'intégralité du colloque, mais je crois qu'il y a eu vraiment des interventions intéressantes. Je voudrais commencer par mon intervention rapide. Je vais revenir sur ce qu'a dit Anne-Sophie tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut se féliciter quand même du travail qui a été fait, bien sûr, depuis la prise de fonction de Michel, mais je crois depuis le début de la mise en place de l'AERES, puis du HCRS, et de la progression qui a eu lieu dans la prise en compte dans nos établissements de l'évaluation par une autorité indépendante. C'était pas du tout la culture française de nos établissements. Aujourd'hui, grâce à l'AERES puis au HCRS, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Il y a eu aussi une grosse progression dans les établissements liée à l'auto-évaluation, une prise de conscience de la nécessité de prendre en charge cette dimension-là dans les établissements, et au-delà des critiques ou des éléments d'amélioration qui peuvent être entendus de ci, de là, et peut-être sur lesquels je reviendrai pour certains, il ne faut pas oublier qu'on vient de loin et qu'on a énormément progressé. Donc merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ces évolutions qui me paraissent essentielles pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. On a des attentes de la société vis-à-vis des moyens qui sont mis, des évolutions de notre enseignement, et l'évaluation est un élément important pour arriver à les accompagner. Ensuite, ce que je voulais évoquer, c'est qu'on est effectivement à un moment important, puisqu'il y a un changement de contexte. Alors, tu as évoqué tout à l'heure, Anne-Sophie, la fin du premier mandat. Moi, j'avais compris de Michel, mais j'ai compris aussi que c'était le dernier. Mais à moins qu'on me détrompe.
Et donc, il y a effectivement un nouveau président qui va arriver au HCRS, et je pense que c'est l'occasion de repenser avec cette personne-là, entre autres, les missions et le HCRS et comment il doit intervenir dans notre écosystème d'enseignement supérieur et de recherche. Il y a d'autres éléments. On a évoqué l'international. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des agents d'accréditation qui arrivent dans nos établissements, qui viennent accréditer. Alors, on parle de la CTI, mais on peut très bien imaginer. On a la CSB ou des agents d'accréditation des formations qui arrivent. Donc, quel positionnement dans ce contexte international européen concurrentiel pour le HCRS. Il y a les objets du PIA qui arrivent avec plein de choses à évaluer qu'on n'avait pas l'habitude d'évaluer. Les LabEx, tout un tas d'objets, les établissements expérimentaux dont certains, les contours, on n'arrive pas bien à les définir pour l'instant. Comment on va les évaluer, les universités européennes dont vous avez parlé hier, donc tout un tas d'éléments qui font qu'il faut qu'on se repose la question de qu'est-ce que doit faire la HCRS, jusqu'où il doit aller, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et donc c'est le bon moment, donc merci d'avoir organisé ce colloque. Alors je ne vais pas donner des réponses à toutes ces questions, mais essayer quand même d'affiner les questions. Pas juste de dire est-ce qu'il faut comment il faut faire évoluer le modèle. La première chose qui me semble importante, c'est de dire à quoi sert le HCRS, ce que doit faire le HCRS, quelle est la commande et quelles sont les conséquences de l'évaluation. Je crois aujourd'hui que ce n'est pas clair du tout. Hein. De la part de l'État, d'abord. Je l'ai dit de Nuit Europe, donc je le dis publiquement. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'attend l'État du HCRS. Donc, de façon générale, on parle d'évaluation de politique publique, mais à un moment, est-ce qu'il y a vraiment eu explicitation ? Bon, il y a eu des tentatives sur des éléments très précis, mais je pense de façon globale, qu'est-ce qu'on attend du HCRS dans une évaluation, de façon générale ? Mais aussi, qu'est-ce qu'on attend pour chaque établissement ? Je ne suis pas sûr que ce soit précis de la part de l'État. C'est un peu plus précis, on commence à le faire du côté des établissements, mais je pense que ce qui est important au début, avant de lancer une évaluation d'un établissement, c'est qu'on précise bien qu'est-ce qu'on attend en matière de politique publique, qu'est-ce qu'on attend en matière de l'État vis-à-vis d'un établissement particulier, et qu'est-ce que l'établissement attend de son évaluation. Si on n'a pas ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va et on ne sait pas qu'est-ce qu'on évalue. Et de fait, on ne sait pas quelles conséquences et quels résultats on peut tirer de cette évaluation. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il est important de préciser qu'est-ce que fait le HCRS. Est-ce qu'il fait du contrôle ? Je ne crois pas. On a besoin de contrôle dans les établissements. Il y a des organismes qui font du contrôle. Le HCRS ne doit pas faire du contrôle, à mon avis. Et donc, il faut définir qui fait le contrôle des établissements et quelles conséquences on tire des contrôles également. Parce qu'il y a des contrôles qui se font, il y a des choses, mais il n'y a aucune conséquence en matière d'attribution des moyens en particulier, puisque ça a été évoqué précédemment. Donc la question de l'évaluation des politiques publiques, il y a aussi des organismes qui font de l'évaluation des politiques publiques. Est-ce que c'est le HCRS ? Jusqu'à quel niveau va le HCRS ? Et puis comment on évalue les stratégies des établissements en matière de formation et de recherche. Donc ça, c'est le premier pan que je voulais évoquer. Le deuxième pan, c'est l'AERES et le HCRS ont amené tout d'un coup avec une évaluation globale, établissement, formation, recherche, même si c'est des départements séparés et que les liens peuvent être questionnés parfois entre ces différentes dimensions. Il me semble qu'on a eu trop tendance jusqu'à présent à vouloir évaluer tout partout d'une façon assez uniforme. Il faut, je pense, se poser la question, est-ce qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui à séparer un peu les choses ? On le lie tout à l'accréditation. Est-ce qu'il ne faut pas se dire, l'évaluation des formations, est-ce qu'on n'a pas besoin plutôt de la faire courir dans le temps et que tous les ans, on ait un certain nombre de formations qui sont évoluées dans chaque établissement plutôt qu'avoir tout l'établissement qui est bloqué pendant une année ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce que ce soit un processus régulier qui permette à chaque établissement de s'approprier le processus et d'aller peut-être vers une évaluation qui est plus une évaluation des processus qualité que vers une évaluation des formations elles-mêmes, ce qui me semble être la direction dans laquelle on doit aller pour essayer d'alléger le processus global. Mais est-ce que ce qui est vrai pour la formation est vrai pour la recherche ? Aujourd'hui, on évalue toutes les unités de la même façon. Est-ce qu'il n'y a pas des différences à faire entre l'évaluation des unités ? Est-ce qu'il ne faut pas les faire
de façon plus regroupée en fonction de thématiques globales. C'est des questions que je pose et tout ça, est-ce que ça doit être nécessairement tout la même année en lien avec l'évaluation de l'établissement et le travail que l'on fait avec le ministère de contractualisation tous les 5 ans, l'introduction du dialogue de gestion et stratégique qui nous attend prochainement nous fait nous poser des questions aussi sur cette temporalité et sur l'articulation de ces deux éléments. Donc je dirais aujourd'hui, doit-on évaluer tout partout et peut-être essayons de différencier les différents processus et faisons en sorte que à chaque objet d'évaluation, on associe une temporalité propre et qu'on n'essaie pas de donner un cadre général pour tout le monde. Troisième point que je voulais aborder, c'est la question des coûts et la question de qui doit payer. Alors, on a vu qu'en France, il y a des modèles assez différents. Là, je n'ai pas vraiment de réponse sur ces questions-là, mais c'est vrai que j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, des gens qui nous disent à partir du moment où ça ne coûte rien, on va le laisser faire. Et alors, c'est un peu comme le psychiatre, on me disait l'autre jour, si on ne paye pas, est-ce que ça a vraiment un impact ? De toute façon, c'est un jeu à somme nulle tout ça, puisque l'argent il est à un endroit ou à un autre. Mais la question, c'est est-ce qu'on a une vraie prise de conscience dans les établissements du coût de l'évaluation ? Est-ce que quand on a une évaluation qui vient du HCRS, par exemple sur les formations, est-ce que ça incite à se poser la question de l'internaliser un peu plus et d'avoir un contrôle qualité plus interne dans l'établissement ? Je pense que non, quand on ne paye pas. Et donc, il y a peut-être une réflexion à avoir sur la question des coûts, de savoir quels coûts doivent être déportés sur les établissements, qu'est-ce qu'on peut internaliser. Je pense que ça participe de cette réflexion globale de est-ce qu'on analyse tout partout. Autre point, ce qu'on sait et ce qu'on a évoqué, alors c'est une idée qui m'est venue juste en rentrant, donc je n'ai pas pu aller beaucoup plus loin suite à une discussion avec Vincent Berger, qui est là-bas. Le coût principal de l'évaluation, c'est quand même les enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, c'est les enseignants-chercheurs, et ce qui fait la richesse et la force de cette évaluation, c'est l'évaluation par les pairs. Et on tient à la CPU à ce qu'on reste sur une évaluation par les pairs. On ne tient pas à ce que ce soit la Cour des comptes qui vienne nous évaluer, même si parfois il y a quelques pairs à la Cour des comptes. Et donc la question, c'est le coût, il est supporté principalement par les établissements eux-mêmes, mais d'une façon indirecte, avec un coût qui est caché, puisque j'imagine que les coûts qui sont affichés, là c'est le coût marginal pour l'agence d'évaluation italienne, c'est pas le coût du salaire de la personne qui va faire cette évaluation. Donc le vrai coût, il est là. Et la question qu'on s'est posée, personne ne m'a donné la réponse, est-ce que cette mission est bien présente dans le décret enseignant-chercheur, la mission de l'évaluation par les pairs. Donc c'est anecdotique, cette question de décret, mais aussi est-ce qu'on prend vraiment en compte dans nos établissements, dans l'évaluation des personnes, dans l'évaluation des carrières, l'investissement de nos collègues dans cette activité qui est essentielle maintenant pour nos établissements. Il est essentiel de la reconnaître en matière de carrière des personnels de nos établissements. Donc ça, c'est une dernière réflexion que j'ai. Donc pour terminer, et pas être beaucoup plus long, il me semble que le HCRS et l'AERES à l'origine se sont lancés dans une industrialisation de l'évaluation. Et donc on a réussi ce pari-là. Donc comme dans nos établissements, on a réussi la démocratisation de l'enseignement supérieur, enfin on dit qu'on l'a réussi, c'est-à-dire qu'on a réussi à récupérer la masse des étudiants et de la meilleure façon qu'on pouvait le faire, on essaie de les accompagner vers la réussite et vers l'insertion professionnelle. Il me semble qu'aujourd'hui, on en est dans une phase un peu équivalente pour le HCRS. Il faut qu'on passe à une question de la massification, à l'individualisation. On a des objets de plus en plus différents qui chacun ont des degrés de maturité différents. Et donc, il me paraît essentiel que la réflexion qui s'engage pour la suite, c'est de faire en sorte que l'évaluation s'adapte à chaque établissement et la faççon dont on les évalue s'adapte à cet établissement. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.